Bonjour, moi je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap, comme ma collègue Colline. On a été prévu il y a quelques jours en fait de cette conférence, donc on n'a pas spécialement préparé de texte comme vous tous. Ce dont on aimerait parler, c'est ce dont a parlé Arthur tout à l'heure rapidement, c'est des PIAL, des pôles inclusifs d'accompagnement localisé, qui sont en fait une réorganisation de l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans l'école publique. Donc en fait, ce que ça change, c'est que pour nous, les AESH, on ne sera plus affecté à un élève, mais on sera affecté à une zone. Donc un PIAL, c'est une zone, c'est en fait un regroupement d'écoles autour d'un établissement du second degré. Et donc, ça implique, en fait, comment dire, c'est une baisse de l'accompagnement individuel des élèves, c'est de la mutualisation, comme pour tout le reste. Sauf que là, il s'agit, il y a tous les autres élèves, mais il s'agit des élèves en situation de handicap, de la maternelle, du primaire, du collège, du lycée. Donc en fait, je vais être rapide, le but il est simple, quand on veut mutualiser, c'est pour économiser en fait. Parce que l'accompagnement de nos élèves, c'est un investissement de tous les jours, mais il ne faut pas se leurrer, pour le gouvernement c'est un prix aussi. Et donc, déjà on peut dire que, je ne sais pas, oui ça coûte de l'argent, mais le salaire des AESH actuellement, il est autour de 700 € par mois. Donc, avec la mutualisation, on peut avoir... actuellement, on peut avoir un élève, 2 élèves, 3 élèves. On peut travailler en classe Ulysse avec une douzaine d'élèves. Avec la mutualisation, il n'y a pas vraiment de limite. On peut avoir je ne sais combien d'élèves par jour, je ne sais combien de déplacements par jour entre plusieurs établissements, dont la distance n'est pas précisée, si ce n'est dans le texte, le dernier texte paru qui est dit que cette distance doit être une distance raisonnable. Voilà. Pour qui, je ne sais pas. Pour les élèves, je ne pense pas, en tout cas. Voilà, en fait, il y a 2 circulaires qui sont parus qui concernent l'accompagnement des élèves en situation de handicap jeudi dernier. Qui change de... les PIAL, c'était prévu depuis un petit moment, ça fait un moment qu'on se mobilise à Paris, mais aussi en province. On a fait une crève le jeudi 23 mai, qui a été beaucoup suivie, mais surtout à Paris, parce qu'en fait, nos collègues ne sont pas au courant de ces projets qui concernent leurs élèves, qui concernent les parents de leurs élèves, qui concernent les professeurs qui s'occupent de ces élèves, et qui nous concernent. Et ce qui change aussi principalement en fait dans ces nouveaux projets, c'est en fait qui va évaluer en fait, qui va voir si l'accompagnement d'un élève il sert à quelque chose ou pas, si on apporte quelque chose à l'élève, s'il peut progresser, comment il est accueilli dans cette école qui va tellement changer. Et donc ça, ce sera évalué par le chef d'établissement, ou le directeur ou la directrice d'école. Donc, sur quels critères? Sur les critères d'un guide qui a été écrit à destination des directions, qui s'appelle le guide CAL Inclus, qui est un guide d'auto-évaluation de l'école inclusive, et donc qui donne une liste d'indicateurs pour évaluer comment seront accueillis les élèves et comment ils seront accompagnés. Donc on va faire quoi? On va compter le nombre de réunions dans l'année, on va faire des statistiques, des taux, on va avoir des chiffres en fait. Mais après, ce qu'on se dit pendant ces réunions, comment elles se passent, qu'est-ce qu'on échange, quelle place on nous donne à nous qui accompagnons ces élèves tous les jours, toute l'année. Quel travail on fait avec les élèves, quel est le lien qu'on crée avec eux, quelle est la confiance qu'on crée avec eux, parce qu'on parle de confiance aussi.
nous. Voilà, tout ça, c'est pas au programme en tout cas, ça n'en a pas l'air. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter, j'improvise un peu. Bien sûr, nous aussi on parle des élèves en fait. On parle d'eux parce qu'on est avec eux tout le temps en fait. Voilà. Mais en fait, même si on pense, comme disait monsieur Louis Boyard de l'UNEL, on pense aux élèves et on pense aux enfants, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas aussi penser à nous, et que ce soit les professeurs, les AESH, les infirmières, ou en fait tous les personnels de l'éducation nationale, les AED aussi, c'est pas parce qu'on travaille pour les enfants qu'on ne doit pas non plus avoir un salaire décent qui permet de vivre tous les jours. Voilà. Donc après, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Nous, on va suivre le mouvement, on va suivre ce qui se passe. Merci. Oui, merci de ton intervention. Je vais juste rajouter quelques points. En fait, avant, il y avait vraiment un cadre à l'accompagnement de ces élèves en situation de handicap, c'est-à-dire que c'était la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, qui donnait des quotas horaires pour chaque élève. Elle disait tel élève a besoin de 15 heures, tel élève a besoin de 12 heures, tel élève a besoin de 8 heures, par exemple. Et là, en fait, on voit que ce cadre, il s'efface progressivement, insidieusement, c'est-à-dire que avant on recevait notre papier d'affectation, il y avait ces heures qui étaient très clairement indiquées. Maintenant, quand on reçoit nos affectations, bizarrement, il n'y a plus ce nombre d'heures. Et là, l'année prochaine, ou on ne sait pas trop quand, en fait, on n'aura plus du tout de nom d'élèves, on sera juste affecté à ce pôle dont a parlé ma collègue. Et après, voilà, ce sera au bon vouloir du coordinateur qui, un bon matin, dira vous allez accompagner tel élève. L'après-midi, on ira voir un autre élève. Alors que nous, en fait, l'essentiel de notre travail, c'est de bien connaître l'élève, de bien connaître son handicap. Ça prend énormément de temps de créer ce lien, de savoir identifier ses besoins, de discuter avec les équipes éducatives pour voir comment aménager, comment s'adapter, etc., etc. Comment faire un bon travail ensemble pour que l'école inclusive fonctionne. Et voilà, cette réforme de l'école inclusive, elle va complètement à l'inverse de ce qui nous permettrait de bien travailler dans de bonnes conditions, et ce qui permettrait aux élèves en situation de handicap voilà, d'être vraiment inclus et d'avoir une scolarité, une bonne scolarité. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Oui, on essaie de communiquer un maximum à nos collègues par rapport à ces réformes. On est très inquiète et quand on leur parle de ce qui va se passer, en fait, soit il y en a qui réalisent pas trop, je pense, ça paraît tellement hallucinant qu'ils se disent bon non, en fait, c'est pas possible. Ou alors il y en a qui disent si c'est comme ça, moi je m'en vais. Donc déjà, il y a énormément de manque d'accompagnants pour ces élèves en situation de handicap. Donc le gouvernement, plutôt que proposer des conditions de travail qui pourraient attirer des gens à faire ce métier qui est quand même très chouette, eh bien non, il y a plein de postes vacants dans une société de chômage de masse, c'est quand même un peu étrange, on se demande bien pourquoi. Donc là, je pense que si les réformes sont appliquées telles quelles, il y a plein de gens qui vont partir, qui vont quitter ce boulot et qui vont, ce qui fait qu'il y aura encore plus d'élèves qui ne seront pas accompagnés. Donc c'est le désastre, voilà. Et je tiens quand même à préciser que des élèves en situation de handicap qui ne sont pas accompagnés, c'est lui le premier lésé de cette histoire, mais aussi la classe entière, parce que ça peut être perturbateur. L'enseignant va se retrouver également en situation de souffrance parce qu'il ne pourra pas subvenir à ses besoins. Voilà, donc en fait c'est tout un système qui va être mis à mal.